va résumer le premier chapitre du livre Eldorado de Laurent Godet. Dans ce chapitre, le lieu, c'est le marché de Catane. Catane, c'est une ville en Italie, je ne sais pas si elle existe en vrai, mais c'est une ville qui semble être une ville côtière, au bord de la mer, dans laquelle vivent des pêcheurs. Et cette ville, elle vit bien. C'est une ville dans laquelle il y a de l'abondance, il y a beaucoup de poissons, et les habitants qui dépendent de la pêche, ils savent qu'il faut être respectueux, parce que ce qu'ils ont reçu, ils pourraient très bien le perdre. Et en plus, comme l'homme fait beaucoup de mal à la nature, ça se peut qu'un jour il n'y ait plus rien dans les filets, ou alors qu'il n'y ait que des poissons maigres ou avariés. Tout le monde est heureux dans ce marché et fait ses courses lentement, ça fait une petite foule compacte qui se promène. Mais on découvre un homme au milieu, qui est le commandant Salvador Piracci. Et on le suit. Cet homme, il fait des courses, il achète une tranche d'espadon et il sent qu'il y a quelqu'un qui le regarde, qu'il y a quelqu'un dans son dos. Il se retourne d'un coup et là, tout le monde est surpris. Les gens qui font le marché s'arrêtent, le regardent, mais il n'y a personne derrière lui. Donc il se dit, bon, j'ai dû rêver. Il continue son chemin. En même temps qu'il marche, on voit que c'est un homme qui est malheureux. Il a été divorcé il y a 4 ans et encore maintenant, il pense de temps en temps à son ex-femme et il se dit, j'aimerais bien l'appeler juste pour entendre sa voix, pour voir si elle est bien encore là sur la terre. Il n'a même pas l'espoir de la reconquérir, mais il voudrait parfois avoir de ses nouvelles. Et cette femme, elle vit à Gênes. Et finalement, on se rend compte que ce commandant, c'est un homme qui est très seul, parce qu'il n'est plus l'enfant de personne, apparemment ses parents sont décédés, il n'a pas lui-même d'enfant, il n'a pas de femme, et il dit finalement sa vie, elle passe sans que personne ne pose de regard sur sa vie. Il peut être heureux ou bien malheureux, il n'y aura personne qui sera là pour se réjouir de ses victoires ou pleurer avec lui quand il vivra des échecs. Et en même temps que cet homme-là pense à ses pensées qui sont assez tristes, il a encore le sentiment que quelqu'un l'observe dans son dos. Et il se dit, au marché, comme ça, au milieu de la foule, c'est sûrement des pickpockets. Alors il dit, cette fois, je vais me retourner et je vais défier cette personne qui me poursuit comme ça. Il se retourne, prêt à se battre, et là, en face de lui, il y a une femme. Une femme qui ne lui demande rien, qui le regarde, mais qui le regarde vaguement, comme si elle regardait un point dans l'horizon ou un objectif à atteindre. Il voudrait bien sourire, mais il n'y a pas de sourire qui sort. Et du coup, il voit cette femme qui le regarde sans rien demander. Et il finit par se retourner et s'en aller. Et il est surpris. Il se dit, ah bah tiens, est-ce que j'intéresserais les femmes par hasard? Ça le surprend plutôt. Et il se dit que lui, il était prêt à se battre, mais que c'était juste une femme qui le regarde. Et le chapitre se termine en disant, il quitta les ruelles du marché sans s'apercevoir que la femme, comme une ombre, le suivait. Et on va lire le chapitre suivant. On va résumer le deuxième chapitre du livre Eldorado de Laurent Godet dans la partie L'ombre de Catane. Donc le commandant est de retour chez lui et il a 2 jours de permission. Donc on ne sait pas trop s'il est dans l'armée ou quoi. En tout cas, il est pendant 2 jours chez lui et il va aller voir la seule personne qu'il aime bien, à qui il aime bien rendre visite quand il est à Catane. Et cette personne, c'est Angelo. Angelo, c'est un monsieur d'une 60aine d'années qui a un visage de marin alors qu'il n'a jamais pris la mer. C'était un monsieur qui était ingénieur. Et au passage, le capitaine, lui, il a 40 ans. Donc, ce monsieur Angelo, il l'a rencontré parce que une fois à la retraite, il a acheté un kiosque à journal et il vend des journaux. Et en fait, ce monsieur Angelo, c'est quelqu'un qui a un caractère à être plus familier avec les inconnus, mais très fermé avec ses proches. Et finalement, le capitaine Piracci, qui a pris l'habitude d'aller acheter son journal régulièrement chez Angelo, il en sait plus sur la vie de ce monsieur que ses proches. Donc il sort de chez lui pour aller voir Angelo. Et là, il tombe nez à nez avec la femme du marché. Elle est encore une fois plantée devant lui. Donc il réfléchit, il dit, mais c'est pas possible, où est-ce que j'ai déjà vu cette femme? Qu'est-ce qu'elle me veut? Il pense qu'il l'a déjà vue, mais il n'arrive pas du tout à se rappeler où. Et la femme lui dit, avec un accent assez prononcé, il dit c'est peut-être un accent turc, mais sans aucune faute de langue, elle lui dit, vous ne me reconnaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. Alors le capitaine, effectivement, il ne voit pas qui elle est, et elle sort de son sac un papier, c'est une coupure de journal. Elle lui donne, et lui, il sait que quand il va ouvrir ce papier, il va tout de suite savoir qui elle est. Et en fait, en l'ouvrant, elle lui dit, pour accompagner sa mémoire, c'est le Vittoria. Et lui, quand il voit la photo du bateau, évidemment, il sait tout de suite qui elle est.
Et en fait, ce capitaine, il a récupéré un bateau de migrants. Et il dit que quand il est arrivé dans le bateau, les gens, ils étaient dénutris, déshydratés, ils étaient glacés, enfin, c'était vraiment des rescapés. Il les a fait monter un par un dans son bateau. Il dit, mais les gens, ils avaient été trop loin dans le malheur. Et du coup, il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de joie d'être sauvés, comme s'ils étaient allés tellement loin qu'ils ne pouvaient plus revenir à un état de joie. Donc ils sont montés un par un, il y en a qui étaient tellement faibles qu'il a fallu les porter, et il se rappelle d'avoir vu cette femme-là. Et du coup, il ne sait pas pourquoi, mais il lui dit, bah écoutez, entrez, venez, vous pouvez monter à la maison. Il ne sait pas encore ce qu'elle va lui demander, mais d'instinct, il lui dit ok, c'est possible. Et quand elle passe à côté de lui, il voudrait faire un geste sympathique, mais il n'ose pas. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, ça s'était déjà passé 2 ans auparavant, quand il l'avait fait monter dans le bateau. Il avait eu le même élan de vouloir l'aider et de s'être arrêté. Et en fait, le chapitre se termine comme ça. En réalité, c'est une femme envers laquelle il ne se permet pas d'avoir un geste amical, parce que c'est une femme qui a l'air de vouloir dire tant que je vivrai sans demander d'aide. Et du coup, il la laisse passer et cette femme monte, on ne sait pas encore ce qu'elle va lui dire. On va résumer le chapitre 3 du livre Eldorado de Philippe Godet. Donc le capitaine Piracci, il a fait rentrer la femme chez lui et il lui a proposé de s'installer. Et elle lui a posé une seule question. Elle lui a demandé « Est-ce que vous vous souvenez de moi ?» Ensuite, le reste du chapitre, c'est lui qui raconte les souvenirs qu'il a de cette dame. Et en fait, il raconte que le jour où il a trouvé le bateau qui était à la dérive, avec certains passagers à l'intérieur qui étaient morts, il a fait sortir tout le monde. Et quand tout le monde a été sorti, il a trouvé une femme qui s'accrochait à la rambarde. Et cette femme-là, il s'est dit comment est-ce que je vais faire pour l'emmener? Est-ce qu'elle va résister? Et il était en train de se dire est-ce qu'il va falloir employer la force? Et comme elle bougeait toujours pas, il a essayé de lui parler dans sa langue, mais évidemment elle n'a pas compris et ça n'a pas suffi à la rassurer. Il envisageait de s'y mettre à plusieurs, peut-être pour l'emmener. Et quand il a croisé son regard, elle a lâché la rambarde et elle a accepté de le suivre. Il dit que quand il a vu son regard, il s'est dit que c'était une femme qui était très forte parce qu'elle avait passé des épreuves difficiles. Il voyait que c'était une femme dont la vie avait déjà été rouée de coups par le malheur. Mais malgré tout, cette femme-là, elle était forte. Et elle a marché toute seule, sans que personne ne la porte ou la soutienne, jusqu'au bateau. Et lui, il a tout de suite senti que c'était une femme qui avait quelque chose d'un peu noble, et il s'est pas permis de la toucher, même pas pour l'aider. Il lui a même pas mis une couverture dessus. Il l'a simplement escortée jusqu'à la frégate. Il dit que cette femme, elle avait quelque chose en elle qui éloignait la pitié. C'est la fin du résumé du chapitre 3. On va résumer le chapitre 4 du livre Eldorado de Laurent Godet. On est toujours dans la partie 1. Donc dans ce 4e chapitre, le commandant Pirazzi se retrouve seul avec cette dame, donc l'ombre de Catane, qui a été repêchée en mer 2 ans plus tôt par son bateau dont il était le capitaine. Mais c'est une dame qui a beaucoup d'assurance, on l'a vu dans le chapitre précédent, et elle lui demande « Est-ce que vous faites toujours le même métier ?» Du coup, on apprend que Piracci, son travail, c'est de surveiller. En fait, il est dans l'armée et il est commandant sur un bateau militaire et son travail, c'est de surveiller les côtes. Il a toujours le même goût, il adore toujours la mer, mais ça fait des années maintenant qu'il fait le même travail. Et au début, il y avait des Albanais, après il y a eu des Kurdes, après des Africains, des Afghans. Et finalement, c'est quand même un métier qui n'est pas facile parce que des fois, il entend des cris dans la nuit et puis il trouve des gens qui sont abandonnés dans les barques, parfois vivants, parfois morts. Et parfois, quand ils sont récupérés, ils sont encore vivants, mais c'est comme s'ils étaient morts tellement ils sont choqués par ce qu'ils ont vécu. Donc le commandant Piracci, comme elle le reconnaît, il se dit que finalement, il n'a pas tellement vieilli que ça et ça le flatte un petit peu. Donc il lui demande « Mais et vous alors ?» à son sujet, à cette dame. Et elle dit qu'elle a travaillé à son retour et que maintenant elle est prête. Donc lui, d'un côté, il dit « Ah bah c'est bien, ça veut dire qu'il y a des gens quand même qui viennent comme ça d'un pays pauvre ou en guerre et qui réussissent leur vie en Europe et puis qui choisissent de retourner dans leur pays. Il croit que c'est une belle réussite. » Et il lui dit « Alors, vous retournez dans votre pays ?» Et elle répond « Non. » Alors du coup, il est un peu perdu. Il dit « Bah alors, vous êtes prête à quoi ?» Et elle soupire. Et lui, il comprend qu'elle va donner la réponse, mais qu'elle a besoin de temps. Alors il s'installe dans le fauteuil, comme pour lui dire qu'elle a le temps pour expliquer son histoire. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est « J'ai quelque chose à vous demander ». Le chapitre se termine comme ça, suspense, qu'est-ce qu'elle va lui demander? On va résumer le chapitre 5 du livre Eldorado de Laurent Godet.
Donc le commandant Piracci, il pense que la dame va lui demander de l'argent. Et cette dame, en fait, elle va faire un récit, elle va raconter son histoire qui s'est passée avant d'être repêchée en 2004 par le bateau le Vittoria, par le commandant Piracci. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle arrive là? En fait, elle est partie de Beyrouth, où elle devait partir pour rejoindre l'Europe, et elle n'était pas seule, elle avait un bébé qui avait 11 mois, et elle rêvait d'élever cet enfant à Paris, Rome ou Berlin. Elle a dû attendre plusieurs jours dans Beyrouth parce que les passeurs lui ont dit qu'ils l'appelleraient et c'était pas facile parce qu'il faisait chaud et le bébé était fatigué, elle n'avait pas d'argent, mais elle a patienté. Et enfin, ils sont venus la chercher et au milieu de la nuit, ils l'ont ramenée au bateau pour pouvoir embarquer. Ce bateau, il était immense, il était assez haut, il lui paraissait immense et elle était rassurée parce qu'elle s'est dit de voir un bateau si grand, ça veut dire que c'est quand même un bateau solide et certainement que ces gens qui peuvent se permettre d'acheter un bateau si grand, ils ont l'habitude de faire la traversée. Et les gens ont commencé à arriver et ça a fait une vraie foule. C'était interdit de parler pour pas être entendu, mais les gens murmuraient quand même entre eux et elle a vu surtout beaucoup de jeunes hommes, mais il y avait quand même quelques familles et quelques enfants, donc ça l'a un peu rassurée aussi. Elle s'est dit: «Bon, au pire, on peut toujours s'aider entre nous avec les enfants». Elle a été dans les premiers à monter sur le bateau et elle s'est mise contre la rambarde. Mais au fur et à mesure que les gens montaient, elle a réalisé qu'ils étaient vraiment serrés les uns contre les autres. Elle essayait de garder un petit peu d'espace pour son bébé de 11 mois, mais c'était difficile parce que les gens, plus ils montaient, plus ils étaient serrés les uns contre les autres. Mais elle s'est dit: «C'est pas grave, c'est juste un mauvais moment à passer et très bientôt je serai de l'autre côté». Donc finalement, elle était assez heureuse de cette première nuit. Elle a pas trop de souvenirs, elle sait qu'il y a des gens qui ont chanté, il y en a qui ont prié. Ils étaient serrés comme des sardines, mais c'était pas grave parce que ça allait se terminer. La seconde nuit, ça a été différent parce qu'ils ont été réveillés par, des Somaliens qui ont crié. Ils ont donné l'alerte parce qu'en fait, les membres de l'équipage qui étaient 10, il y avait, je pense, 200 personnes dans le bateau et 10 membres de l'équipage. Ils ont piqué le seul canot de sauvetage et ils se sont enfuis. Et en fait, ils les ont abandonnés au milieu de la mer. Et là, les gens, ils ont commencé à paniquer parce que personne ne savait piloter un bateau, conduire un bateau. Et il n'y avait ni eau ni nourriture sur le bateau. Ils étaient en plein milieu de la mer et ils voyaient aucun bateau à l'horizon pour pouvoir leur porter secours. Donc c'est devenu très difficile, les gens avaient faim, soif, il y a commencé à avoir, des gens qui sont décédés. Le premier qui est décédé, c'était un Irakien de 20 ans et tout le monde, s'est demandé quoi faire et au bout d'un moment, ils se sont dit: «Bah, pour la place et pour le risque d'épidémie, il faut mettre les corps à l'eau». Donc l'homme a été jeté à l'eau et petit à petit, il y avait de plus en plus de gens qui mouraient. Les bébés criaient, mais au bout d'un moment, ils n'avaient plus la force de crier. Et donc elle serrait son enfant dans les bras, mais au bout d'un moment, sans eau, sans nourriture, le bébé s'est arrêté de bouger, de parler, enfin, de faire du bruit. Donc elle essayait de le réveiller, mais elle n'y arrivait pas. Il y a une autre dame qui est venue, elle avait une bouteille d'eau dans laquelle il y avait quelques gouttes, elle lui a donné. Elle a essayé de faire boire le bébé pour le réveiller, mais le bébé, il avait déjà poussé beaucoup de râles, des petits grognements, et il réagissait plus. Donc elle a essayé de mettre de l'eau sur ses lèvres, mais l'eau elle a coulé sur le menton, l'enfant n'était plus capable d'avaler, il était inconscient. Et puis au bout d'un moment que le bébé ne pleurait plus, les nuits se suivaient, et il y a des gens qui sont venus la voir pour lui demander de jeter le bébé qui était mort dans l'eau. Et elle comprenait pas qui était le bébé qui était mort, parce qu'elle, son bébé, elle l'avait dans les bras, et elle n'arrivait pas à se dire que c'était son bébé à elle qui était mort. Et les gens lui disaient: «On peut pas le garder, il faut le jeter». Et elle était incapable de le faire. Et au bout d'un moment, il y a 2 hommes qui sont venus et qui lui ont pris le bébé de force. Et ces hommes ont jeté le bébé dans l'eau et ça a fait plouf. Et elle en est pas revenue que l'enfant qu'elle avait aimé, qu'elle avait embrassé, il ait pu être jeté comme ça dans l'eau. Elle s'était défendue quand même avant qu'on prenne le bébé, elle a griffé les gens, elle leur a craché dessus, mais bon, évidemment, ils ont quand même réussi à plusieurs à lui prendre l'enfant. Donc finalement, quand ils ont été secourus par le capitaine Piracci avec le Vittoria, elle était accrochée à la rambarde. On l'a lu dans les chapitres précédents, hein. Donc c'est comme ça que le capitaine Piracci l'a sortie de là-bas. Elle raconte toute cette histoire avec lenteur et précision, et parfois elle pleure encore en racontant, parce que l'histoire est encore vive dans sa mémoire. Et du coup, le capitaine Piracci, il lui dit: «Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait?» Et il dit ça très gentiment parce qu'il veut qu'elle se prive pas, qu'elle demande vraiment de combien elle a besoin. Et lui, il se dit qu'il a quelques sous cachés dans sa bibliothèque et il accepte, enfin, il se prépare à lui donner. Et là, il a une grande surprise parce que ce qu'elle demande, ce n'est pas de l'argent. Elle lui demande de lui trouver une arme.
Et c'est la fin du résumé de ce chapitre 5. Je veux quand même en dire un mot parce que je trouve que c'est pas banal de lire un chapitre comme ça. C'est bouleversant émotionnellement. Enfin, en tout cas, j'espère que ça bouleverse n'importe qui l'entend ou qui le lit, parce que sinon c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'il faudrait en retenir, c'est d'essayer d'éveiller une certaine conscience, parce que les passeurs ici qui sont mis en avant, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Évidemment, ce qu'ils ont fait est horrible, et effectivement, sur le parcours de ces migrants, il doit y avoir parfois des gens pas recommandables. Et bien sûr, c'est en dessous de tout de ne pas prendre soin de la vie des gens qui nous la confient. Mais au-delà de ces personnes-là, il y a quand même un problème structurel qui est dû à l'inégalité entre différents endroits du monde. Et les gens qui confient leur vie à des passeurs, s'ils avaient la possibilité de faire comme tout le monde, d'acheter un billet Ryanair pour venir, ils prendraient un billet Ryanair pour venir, hein. Ils n'iraient pas risquer leur vie avec leur bébé dans des bateaux, ce qui leur coûte certainement encore plus cher. Donc le problème de fond, évidemment, c'est pas les passeurs, c'est les inégalités dans le monde. Et je pense que la question de la migration, elle se réglera pas tant que ne sera pas réglé le problème de l'inégalité entre les différentes régions du monde. Et c'est un problème qui est urgent et qui est grave. Ça paraît peut-être naïf de dire ça, mais moi je suis pas d'accord de lire ce livre-là sans rien en dire. Et je trouve que c'est bien qu'on vous propose de lire des livres comme ça dans les écoles, mais ça doit pas être non plus l'occasion de banaliser ça comme si c'était une chose normale, courante et acceptable. Non, c'est pas acceptable et c'est réel. Quand on fait lire aux élèves des livres sur ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, on se demande peut-être des fois naïvement comment est-ce que les gens ont fait pour ne pas réagir, ou bien est-ce que c'était vrai qu'ils ne savaient pas. Nous, à l'ère de la communication et de l'information, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Voilà, j'arrête, je suis désolée, c'est pas du tout pour donner des leçons de morale, mais c'est simplement pour pas non plus banaliser ce qu'on vient de lire. Et on va passer à la lecture des chapitres suivants. On va résumer les 4 petits chapitres de la partie 2 qui s'appelle « Tant que nous serons deux » du livre Eldorado de Laurent Godet. On est tout à fait dans un autre contexte, dans un autre pays, et on découvre de nouveaux personnages. Il y a le narrateur qui parle avec le « je », donc c'est celui qui raconte l'histoire, et il parle aussi de son frère Jamal. Ils sont en voiture et ils vont partir ce soir. Ils partent pour aller dans un pays d'Europe, ils ne savent même pas encore lequel, et nous dans ce chapitre, on ne sait pas dans quel pays ils sont. Donc ils sont sur la place de l'Indépendance, et ils vont prendre un café. Dans ce café, ils voient les gens qui sont habitués de rencontrer à chaque fois qu'ils y vont, mais cette fois, ils les voient pour la dernière fois parce que ce soir, ils vont partir. Donc en fait, ils essayent de capter un petit peu tout ce qu'il y a autour d'eux, le bruit, les regards, les odeurs, tout ce qui constitue leur quotidien, parce que bientôt, ils ne verront plus jamais tout ça et ils veulent en garder le meilleur souvenir possible. Et donc, Jamal, il se lève d'un coup pour obliger son frère à le suivre. Et son frère, justement, il se demandait comment il allait dire au revoir à ses amis parce que c'est la dernière fois qu'il les voit. Et son frère se lève et il dit salut tout le monde, comme ça, à la volée. Et son frère, il n'a pas l'occasion de dire au revoir à chaque personne. Et en même temps, leur départ doit rester secret. Donc, c'est un petit peu la solution qu'a trouvée Jamal pour pas laisser transparaître leur tristesse ou quelques informations. Et son petit frère le suit. Son petit frère, c'est le narrateur. Ensuite, ils montent en voiture et ils décident d'aller faire un tour. Et ils veulent profiter une dernière fois des rues de leur ville. Son frère, quand il monte dans la voiture, il a envie de pleurer. Mais le narrateur ne veut pas laisser à son frère l'occasion de trop s'épancher, donc pour le soutenir un peu, il lui dit « j'ai envie de faire un tour ». Et du coup, ils se mettent en route. C'est la nuit et ils ouvrent les fenêtres de la voiture et il y a l'air frais qui rentre dans la voiture, ils roulent très vite et c'est un petit peu enivrant pour eux de faire ce dernier tour. Ils auraient pu rouler encore pendant longtemps, mais Jamal il dit « écoute, on a presque plus d'essence, qu'est-ce qu'on fait ?» D'un côté, il dit « rien que pour le fun, on aurait bien voulu mettre de l'essence dans cette voiture qu'on va abandonner, mais ils savent que bientôt chaque sou va être compté. » Pour l'instant, ils sont encore des gens qui sont connus dans leur quartier, dans leur ville. Leur famille, elle a un nom qui est respecté, mais bientôt, ils seront plus que des anonymes, des étrangers dans une ville où personne ne connaîtra leur nom.
Mais il y a quelque chose qui console le narrateur, c'est de se dire qu'il y aura toujours son frère. Et avec son frère, ils vont vieillir ensemble. Avec son frère, ils auront connu ce pays, ils auront connu les rues, ils auront connu leur mère, ils auront connu la menthe qui pousse dans le jardin, ils auront connu aussi les dattes qu'ils achètent chez le marchand. Et il se dit, quand on sera très vieux, eh ben, les autres, si on parle de ça, ça va les saouler parce qu'on va raconter sans arrêt les mêmes histoires. Mais entre nous, mon frère et moi, on pourra toujours se les raconter parce que nous, ça nous saoulera jamais et on se rappellera, on aura les souvenirs communs de notre jeunesse. Il parle aussi du futur et il dit cette vie de déraciné, pour nous ce sera un peu dur, mais nous on aura quand même le souvenir de notre pays. Le plus dur ce sera pour nos enfants parce qu'ils seront un petit peu entre les deux. Mais en général c'est la troisième génération qui est la génération qui peut vraiment se sentir bien. Et il se dit, la seule chose que je demande c'est avant de mourir de voir mes petits-enfants. Et après j'aurai pas de regrets parce qu'on l'aura fait pour eux. Et dans le dernier petit chapitre de cette partie, ils rentrent chez leur mère. Et leur mère, elle ne pleure pas. Et il dit que dans un sens, si leur mère avait pleuré ou si elle leur avait demandé de rester, ils n'auraient pas pu partir. Et elle leur fait ce cadeau-là de les laisser partir sans pleurer, pour ne pas les retenir. Et donc du coup, elle a ramassé dans la maison les différents objets qu'ils pourraient vouloir emporter. Elle a tout mis au milieu du salon et ils vont devoir aller trier ce qu'ils emmènent pas. Et il dit de toute façon, on ne pourra pas tout prendre. Il y aura toujours quelque chose qu'on laissera et qu'on regrettera. Une photo, une veste. Et donc le chapitre se termine comme ça. Ils font leur valise, ils vont partir. Et la dernière phrase, c'est « Tant que nous serons deux, la longue traîne de notre vie passée flottera dans notre dos. Tant que nous serons deux, tout sera bien. » Et donc on a fait la connaissance de ces deux personnages qui sont deux frères, Jamal et le narrateur, qui vont prendre la route cette nuit. C'est la fin de la partie 2, le premier chapitre de la partie 3, qui s'appelle Tempête, du livre Eldorado de Laurent Godet. Alors ce chapitre, il se passe dans le petit local que Angelo utilise pour vendre ses magazines, dans son petit magasin. C'est le soir, et le commandant Pieracci a rejoint son ami pour qu'ils puissent passer la soirée ensemble. Avec lui, il a emporté une lettre. Donc quand il arrive auprès de son ami, il lui donne tout de suite la lettre et il lui dit « Tiens Angelo, j'ai reçu ça tout à l'heure, lis ». Et cette lettre, c'est une lettre de la dame à qui il a donné les larmes. Il y a plusieurs mois qui se sont écoulés et pendant ces plusieurs mois, le commandant Pieracci il a toujours pensé qu'il allait la recroiser la dame, qu'elle était quelque part dans les rues de Catane. Mais finalement, elle dit qu'elle est sur un bateau qui s'appelle le Sakala, qui va à Beyrouth, et de Beyrouth, elle va rejoindre Damas pour accomplir ce qu'elle doit. Alors Angelo, il sert à boire à son ami, il lui prépare des petites boulettes de riz, ça doit être une spécialité de là-bas, et en fait, il lui fait comprendre qu'il a toute la nuit pour l'écouter. Et dans ce chapitre, ils vont parler tous les deux de ce qui peut éventuellement se passer ou s'être passé, ou alors ce qui va se passer dans le futur. Déjà, le commandant Pieracci, il dit finalement « Pourquoi est-ce que j'ai donné mon arme? J'aurais mieux fait d'aller moi-même abattre Hussein Marouk. » Il dit finalement « Mon travail, c'est de surveiller les côtes pour éviter que les migrants débarquent, donc ça aurait été finalement un peu un prolongement de mon travail d'aller tuer cet homme. » Il demande à son ami « Mais pourquoi est-ce que j'ai donné cette arme ?» Et son ami lui dit « Dans la vie, c'est extrêmement rare qu'on demande quelque chose. Soit on demande tout un tas de babioles qui n'ont aucune valeur réelle, de valeur morale, qui sont que des choses matérielles, mais on les demande pour remplir notre vide. Soit on ne demande rien, mais les vraies choses dont on a vraiment besoin au fond de son cœur, ces choses-là, c'est rare qu'on ose les demander. » Et il dit quand quelqu'un a le courage de demander ce qu'il veut vraiment, c'est normal d'accepter. Et là, c'est encore un petit peu écrit comme une pièce tragique. Je vais lire la phrase. Il dit « Parce que la volonté rend beau et que devant la beauté, l'homme, heureusement, a encore le réflexe, parfois, de se mettre à genoux. » Donc les deux messieurs continuent à discuter. Entre autres, le commandant Pieracci, il dit « Mais pourquoi est-ce qu'elle m'a demandé une arme à moi ?» Et Angelo lui répond « C'est peut-être parce qu'elle avait besoin d'un témoin, quelqu'un qui sache ce qu'elle était partie faire. » Et après, ils s'imaginent ce qu'elle est en train de faire. Donc ils disent peut-être que en ce moment, il y a un corps par terre et que c'est le corps d'Hussein Marouk et qu'elle vient de le tuer en pleine rue.
Et après, l'autre, il dit, ah, ou alors peut-être qu'elle l'a tué dans une villa en pleine nuit, et que maintenant, c'est ses hommes de main, ou ses gardes du corps, ou des amis de Hussein Marouk qui vont tuer la femme. Il y a un des deux qui demande, est-ce que Hussein Marouk, il a continué à envoyer des bateaux sur la mer avec des gens qui arrivent morts pour menacer l'Europe, ou alors est-ce que pendant ces 2 ans, il a essayé de se racheter une conduite, de devenir un homme bien et de faire des bonnes choses? Et c'est Angelo qui répond, et ça a encore quelque chose de tragique, il répond, il n'y a pas de rachat, il faut payer. Et en fait, les 2 hommes, ils se rendent compte qu'ils sont obligés d'imaginer, parce que dans le fond, ils ne sauront jamais ce qu'est devenue cette femme. Et pour le commandant Piracci, ça devient un peu une crise existentielle. Il se demande finalement s'il a bien fait de faire son métier. Et il raconte comment il a été formé. Et il dit que finalement, quand il était à l'école de commandement, on lui disait, vous, les commandants de bateaux qui surveillent les côtes, vous êtes en pleine guerre, vous êtes comme des soldats qui protègent une citadelle. Mais le commandant Piracci, il dit, je suis plutôt le mauvais œil qui surveille et qui tombe sur les malchanceux. Parce que finalement, ceux que nous, on arrête, c'est les quelques-uns qui n'arrivent pas à passer. C'est ceux qui, parmi tous les malheureux, sont en plus ceux qui n'ont pas de chance. Et son ami ne lui répond rien parce qu'il sait que dans le fond, le commandant Piracci a raison. Et Angelo lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, mais toi, tu as bien arrêté ton métier. Il dit, oui, mais moi, j'étais fait pour construire des routes et à la fin, je vends des journaux. Donc, ce n'est pas une révolution exceptionnelle. Et lui, il dit, je suis fatigué. Il dit finalement, moi, j'ai donné une arme à cette femme, mais elle, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Et Angelo répond, elle t'a donné l'insatisfaction. Et depuis ce temps-là, le commandant Piracci, il a pris conscience de sa vie et il ne la supporte plus. À la fin de ce chapitre, il y a quelqu'un qui toque à la porte et qui demande le commandant. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Matteo. Et le commandant Piracci, en fait, il n'est pas en permission, il est seulement en escale technique. Donc, quand il quitte le bateau, il doit informer les gens qui sont sur le bateau de l'endroit où on peut venir le chercher. Et du coup, il a informé qu'il était chez Angelo. Et quand on vient le chercher, il voit tout de suite à la tête de Matteo, le garçon qui vient le chercher, qu'il y a un problème grave. Alors il sort rapidement et il dit « Marchand Matteo, tu m'expliqueras tout en chemin ». Et ce chapitre est terminé. On se croirait encore dans une scène de théâtre. La toute dernière ligne, c'est « Et ils disparurent dans la nuit calme, sans réveiller les chats, blottis contre les poubelles ». On a presque l'impression de voir la scène vide, avec le commandant qui a disparu avec Matteo et les chats qui dorment et qui a le rideau qui tombe. Et on va voir ce qui se passe dans le chapitre suivant. On va résumer dans le livre Eldorado de Laurent Godet, la deuxième moitié de la partie 3 qui s'appelle Tempête. C'est tous des petits chapitres qui sont très courts. Donc on se rappelle que le commandant Piracci, il était chez son ami Angelo. Ils étaient en train de parler de la dame à qui il a donné une arme. Et à ce moment-là, il y a Matteo, son second, qui est venu l'appeler. Le commandant Piracci se met directement en route avec Matteo et il lui dit de lui expliquer le problème en marchant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un navire qui est avarié. Donc j'ai été chercher ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'un navire est endommagé ou éventuellement que la nourriture que contient le navire, le stock qu'il transporte pour le livrer, pas l'assiette du commandant, donc que le stock éventuellement a pris l'eau. Mais le problème, c'est que dans ce navire, il y avait des clandestins. Et ce qu'ont fait les gens qui conduisaient ce navire, c'est qu'ils les ont mis dans 5 canots et ils les ont jetés à la mer. Donc le commandant Piracci, qui est garde-côte, enfin qui garde les frontières en tout cas, il part à la recherche de 5 barques qui ont été mises à l'eau, remplies de personnes. Il a l'air d'être calme, le commandant Piracci, mais en réalité, il est extrêmement tendu, parce que la vie de ces personnes dépend du fait qu'il pourra les retrouver ou non. On va résumer le petit chapitre suivant. Donc, il a demandé à Matteo comment était la mer. Et la mer est sauvage. Et le commandant Piracci, il trouve qu'effectivement, la mer, elle n'est pas en furie, elle est simplement sauvage, c'est-à-dire qu'elle fait sa vie sans se soucier des hommes qui sont dessus. Et il dit qu'à ce moment-là, il n'est pas un soldat de l'armée, il est plutôt un homme qui cherche d'autres hommes et que la priorité, c'est d'arracher les hommes aux dents de la nature. Que les histoires d'émigration et de frontières, tout ça, c'est plus rien, que la seule chose qui compte, c'est d'essayer de sauver des vies. Ce n'est pas des histoires de Libye ou d'Italie, c'est des histoires d'homme à homme.
Donc ils finissent par voir une petite tache sur leur radar, ils s'approchent et ils font claironner leur sirène. Il y a une sirène, ils allument toutes les lumières pour qu'on puisse les voir et les entendre. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui dit: «Stop, il y a un son». Et effectivement, il y a un chant, il y a un homme qu'on entend qui répond à la sirène. Et ils arrivent à se diriger, grâce, à la voix de la personne qui les appelle et ils s'approchent de 2 barques. Il se dit, le commandant Pieracci, que ce moment-là, c'est le bon moment. C'est le moment où il sauve vraiment des vies. Donc, il déroule une échelle en corde et les gens montent les uns après les autres. Donc, ceux-là, ils sont sauvés de la mer et ils montent à bord. Mais après, une fois qu'il les aura sauvés, le commandant Pieracci, il va reprendre son rôle de soldat parce qu'il travaille pour la marine, pour l'armée. Et il va devoir les arrêter, les mettre en centre de détention et les renvoyer dans leur pays. Donc ça, évidemment, c'est beaucoup plus triste. Ensuite, dans le chapitre suivant, il demande: «Est-ce qu'il y a l'un de vous qui parle italien ou anglais?» Et il y a un monsieur qui répond: «Oui, je parle anglais». Et cet homme-là, il voit tout de suite qu'il est plus âgé que les autres. Dans ces 2 barques, il y avait que des hommes, c'est tous des gamins qui ont 20 ans et qui viennent pour tenter leur chance, pour essayer de réussir dans un autre pays et rentrer fièrement chez eux. Mais celui qui a 30 ans, il n'est pas comme les autres et le commandant Pieracci le voit tout de suite. Il se dit, lui, ça se voit que c'est un père de famille. C'est quelqu'un qui doit être médecin ou ingénieur, c'est quelqu'un qui a fait des études dans son pays et qui peste de ne pas réussir à faire quelque chose dans son pays avec ses diplômes et qui a décidé de prendre la mer pour sauver les siens. Et donc il parle avec lui, il lui demande en anglais: «Est-ce qu'il y a d'autres barques?» Et il répond: «Oui, on était 5. On a essayé de rester ensemble, mais la mer, elle s'est complètement déchaînée. On n'arrivait pas à retenir les barques, on n'avait même pas de corde pour s'attacher et on a fini par être séparés. Au début, il y a une barque qui s'est éloignée des autres, puis finalement, les barques se sont scindées, 2 d'un côté et 2 de l'autre». Alors le commandant, il dit aux autres qui sont sur le bateau: «Hors de question qu'on rentre, on continue à chercher les autres barques». Tous les passagers qui ont été sauvés reçoivent une couverture et l'homme, celui qui a 30 ans et qui parle anglais, vient voir le commandant Pieracci. Il parle un anglais fluide, il parle très bien et il lui dit merci et il lui fait même un sourire. Et le commandant Pieracci, il dit: «Faut pas me remercier». Et s'il dit ça, c'est pas par fausse modestie, c'est parce que en fait, il va devoir reprendre son travail de membre de l'armée et il va les emprisonner, tous ces gens. Donc il se dit: c'est pas la peine de le remercier. Mais l'homme, il va le voir et il va dire: «Vous savez, vous allez me renvoyer dans mon pays et je le sais». Il dit: «Mais c'est pas grave parce que je réessayerai». Il dit: «Vous avez quand même mérité que je vous dise merci parce que j'ai failli mourir au milieu de la mer comme ça avec de l'eau plein la bouche et grâce à vous, je suis encore en vie, donc j'ai quand même envie de vous dire merci». Et le tout dernier chapitre de cette partie, ça rejoint encore une fois un peu la tragédie. On a l'impression que la mer, c'est un monstre. Et les gens sont en train de disparaître, noyés, et il dit: on ne sait pas où sont ces 3 barques. Peut-être que les corps, à l'instant où ils sont en train de les chercher, ils sont déjà coulés et que le bateau passe par-dessus et que les corps sont sous la frégate. Peut-être qu'ils ne sont qu'à une centaine de mètres, mais qu'on ne les voit pas et qu'on ne les entend pas. Et on voit que petit à petit, ils renoncent. Et pour le capitaine Pieracci, c'est très douloureux de renoncer. Parce qu'en fait, ce que lui ressent, c'est comme s'il abandonnait ces gens et il veut pas que les gens puissent mourir seuls en pensant que personne ne les cherche. Alors il fait aller plusieurs fois la sirène et chaque fois la sirène retentit et ensuite il entend le silence, personne ne répond. Et à la fin, comme il a vraiment trouvé personne et qu'ils sont obligés de repartir, il dit: faites sonner la sirène à fond et ne l'arrêtez plus. Comme ça, peut-être que les gens qui sont en train de mourir, ils entendront au moins qu'ils ne meurent pas seuls sur terre, qu'il y a d'autres hommes quelque part qui les cherchent. C'est la fin du résumé de cette partie 3, Tempête, du livre Eldorado de Laurent Godet. On va résumer la partie 4 de Eldorado de Laurent Godet, qui s'appelle Blessure de frontière. Elle est composée de 4 petits chapitres. Le premier chapitre, on retrouve Jamal et son frère. On va voir que son frère s'appelle Suleiman. On voit que dans le livre, il y a 2 narrateurs différents. Parfois, on a le point de vue du capitaine Pieracci et parfois, on a le point de vue du frère de Jamal et on apprend dans ce chapitre qui s'appelle Suleiman. Donc, dans ce tout premier chapitre, ils passent la frontière en direction de la Libye. Et ils sont assez surpris de passer très facilement. Ils passent à pied avec un passeur et ils marchent simplement sur un sentier de montagne en essayant de ne pas faire trop de bruit pour ne pas se faire arrêter par les gardes frontières.
Et au bout d'une heure de marche, le guide dit, bah voilà, la frontière est derrière nous. Eux-mêmes, ils n'en reviennent pas. Le guide, il a l'air d'être quelqu'un de pas très rigolo. Il se demande si c'est pas une blague, mais vu sa tête, c'est certainement pas une blague. Et comme il voit que eux se retournent et cherchent la frontière, il montre la crête d'une montagne, c'est-à-dire le haut, et il montre qu'en réalité, c'est là qu'était la frontière. Ce tout petit chapitre, il se termine par Jamal qui dit à son frère « Il faut que je te parle ». Et Suleyman, il pense que c'est parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Ensuite, dans le chapitre suivant, il y a une révélation. C'est un chapitre qui est très triste parce qu'en fait, Jamal va expliquer à son frère Suleyman qu'il doit continuer tout seul le trajet. On a vu dans le début du livre qu'ils sont très proches tous les deux, que ce qui rassure Suleyman, c'est de se dire qu'il y aura toujours son grand frère avec lui. Il se dit que partir, c'est presque se sacrifier, mais il aura toujours son frère qui aura les mêmes souvenirs que lui, à qui il pourra parler de son pays. Or, son frère va lui expliquer qu'il a une maladie très grave. Il lui dit que c'est en lien avec sa vie dissolue et on comprend par la suite qu'en fait, il est séropositif. Je vais quand même faire une petite parenthèse pour dire que toutes les personnes séropositives n'ont pas forcément une vie dissolue. Et aussi que, une fois que c'est dépisté, c'est une maladie qui peut maintenant très très bien se soigner. Mais certainement que c'est un traitement coûteux et en tout cas dans ce chapitre, ce que dit Jamal, c'est qu'il ne veut pas engloutir toutes les économies de la famille pour pouvoir se soigner. Il ne veut pas non plus que son plus jeune frère garde le souvenir de quelqu'un de malade et de mourant après sa mort, donc il lui dit qu'il doit continuer le chemin sans lui. Donc les deux frères ont deux points de vue et deux désirs différents. Suleyman, il veut rentrer avec son frère Jamal, il lui dit « Peu m'importe, je travaillerai pour toi, je te soignerai, je veux rester auprès de toi ». Mais Jamal, lui, il veut que son frère Suleyman ait un meilleur avenir, il veut qu'il parte et il ne veut pas qu'il le voie tomber malade et agoniser. On comprend que Jamal, il a quand même un fort ascendant sur son frère Suleyman et Suleyman accepte contre sa volonté de poursuivre le voyage. Ensuite, dans le troisième petit chapitre, il parle plutôt de comment est-ce que le chemin va se faire. Suleyman comprend que Jamal a quasiment tout payé et que tout est organisé. Donc en fait, il doit partir en voiture avec quelqu'un qui va lui faire traverser la Libye et ensuite va le ramener dans un appartement où il devra attendre pour passer la mer. La moitié du voyage est déjà payée, l'autre moitié de l'argent, Jamal le remet à Suleyman. Et encore une fois, c'est Jamal qui va donner du courage à son frère parce que son frère est complètement perdu. Il dit « mais enfin, où est-ce que je vais aller ?» Et son frère va lui offrir un petit collier en perles qu'il a toujours porté. Il lui met autour du cou et il lui dit « vas-y ». Et lui monte dans la voiture pour partir avec son collier en perles pendant que son frère retourne dans leur pays d'origine avec le passeur et s'éloigne au loin. Il voit la voiture qui disparaît dans un filet de poussière. Et le dernier tout petit chapitre, donc c'est Suleyman qui part en voiture avec le passeur, toute fenêtre ouverte, et il part en direction d'une aventure. Et contrairement à ce qu'il avait imaginé au début, il dit que passer une frontière, ce n'est jamais quelque chose de facile. Contrairement au premier chapitre où il disait on a simplement marché sur un chantier, on n'a pas vu ni barbelé ni garde-frontière, il dit ça m'aura coûté de devoir y laisser ma peau. On ne quitte pas son pays sans enlever sa peau. Il dit qu'il emporte quand même avec lui le souvenir de son frère, qu'il aura vu Jamal une fois dans sa vie, libre et heureux. Mais dans ce chapitre, il dit aussi que son frère rentre comme un animal qui s'est enfui et qui doit retourner à l'étable et qui rentre de lui-même. Il dit même à un moment, c'est comme un chien qui retourne à sa niche. Donc il a ses pensées qui sont tournées vers son frère Jamal qui rentre et Suleyman, lui, s'en va pour essayer de passer à l'étranger. Fin du résumé de la partie 4. On va résumer la partie 5 du livre Eldorado de Laurent Godet qui s'appelle Le cimetière de Lampedusa. Il est divisé en 6 petits chapitres. Dans le premier chapitre, le commandant Salvatore Piracci est dans sa cabine et il n'arrive pas à dormir. Il est très lassé de sa vie et il trouve que la fonction qu'il incarne depuis longtemps, qui est de surveiller les côtes, finalement, ça ne le satisfait plus. Il se sent inutile et il trouve qu'il a perdu sa présence sur le bateau. Il est plus comme avant, quelqu'un qui est avec ses hommes. Il est un peu en train de rêver ailleurs et il se rend compte que finalement, les hommes travailleraient aussi bien sans lui et que lui n'a plus vraiment d'attention pour eux.
Il est dans sa cabine en train de se dire qu'il n'arrive pas à dormir et puis Matteo vient frapper. On se rappelle de Matteo, c'est son second, hein. Il frappe à la porte de la cabine et il lui dit: «Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler». Et lui, il se réveille et il se dit: «Bah, finalement, j'ai quand même dû dormir». Pourtant, il pensait qu'il ne dormait pas et il dit: «Mais il est quelle heure?» Et en fait, il est 6 heures et dans une demi-heure, ils vont être arrivés au port. Et Matteo lui dit: «Il y a un homme qui veut vous parler». Il dit: «OK, ça va, c'est pas de problème. On va voir ce que veut cet homme-là, mais si jamais dans 10 minutes il est encore en train de me parler, venez me chercher, je veux pas que ça s'éternise». Ensuite, le prochain petit chapitre, l'homme entre dans la cabine et il reconnaît l'interprète. C'est l'homme qui a une trentaine d'années, qui était peut-être médecin ou en tout cas qui était quelqu'un qui avait visiblement de l'instruction et il va lui demander quelque chose. Il va lui demander: «Est-ce que vous pouvez me cacher? Ne pas me laisser arrêter pour que je ne sois pas envoyé au centre de détention». Il dit: «Pour vous, ça ne changera rien, un homme de plus ou de moins, et ensuite je disparaîtrai et j'aurai ma chance». Et le commandant, évidemment, il se fâche parce que lui, il est censé représenter l'autorité, c'est lui qui est censé arrêter ces gens-là, donc il le prend mal, qu'on tente de le soudoyer. Surtout que l'homme propose de lui laisser de l'argent. Et il a quelques billets chiffonnés dans sa poche et le capitaine, évidemment, c'est pas l'argent qui l'intéresse. Et il lui dit: «Hors de question, sortez d'ici». Et une fois qu'il a mis l'homme dehors, il se met à réfléchir. Et il dit: «Mais en fait, il a raison cet homme. C'est vrai que je pourrais en cacher un, je pourrais en sauver un». Mais il dit: «Mais pourquoi en sauver un seul? Pourquoi lui? Et je pourrais le faire, bousculer sa vie. C'est quelqu'un qui vient d'échapper à la mort et je pourrais, lui permettre de enfin être libre». Mais il se dit: «Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait?» Il se demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté et de rage, il tape sur sa table. Ensuite, dans le chapitre suivant, les hommes sont tous sur le pont, les clandestins sont serrés les uns contre les autres et ils vont bientôt descendre pour être arrêtés par les carabiniers. Les carabiniers, c'est la police qui va les emmener au centre de détention. Et pendant qu'il les voit tous comme ça agglutinés les uns contre les autres, il se met à regretter très fortement. Il se rend compte que c'est des malheureux et qu'il a eu l'occasion d'en sauver un et qu'il ne l'a pas fait. Et d'un coup, il crie: «Non, attendez!» Et tout le monde s'arrête. Les clandestins, ils ont peur, ils croient qu'ils ont peut-être fait quelque chose de mal. Les policiers, ils se demandent s'il y a un problème, ils attendent des ordres. L'équipage, ils se demandent ce qui arrive à leur commandant et tout le monde le regarde. Et lui, quand tout le monde le regarde, il se dit: «Bah, c'est pas possible, là, je peux pas en attraper un et le cacher, c'est trop tard». Et donc, du coup, il dit: «Non, c'est bon, repartez». Et alors, l'homme instruit, celui qui avait demandé d'être caché, il comprend que Salvatore Piracci, c'était pas seulement un homme de principe qui refuse par principe, mais c'était quelqu'un qui avait quand même des remords et qu'il aurait pu accepter de sauver la vie de cet homme-là, mais seulement il était trop tard. Et du coup, il est très frustré parce qu'il ressent comme un sentiment de gâchis, parce il a sa chance qui lui a échappé juste pour une question de temps. Et il est en colère et il crache par terre. Et Salvatore Piracci, il a l'impression que c'est comme s'il avait craché sur lui. Donc le capitaine, on passe au chapitre suivant, il est très mal parce que déjà, il y a des personnes qui lui ont échappé dans le chapitre précédent. Il aurait voulu sauver beaucoup plus d'hommes, mais il y a 3 barques qui ont disparu, donc ces hommes-là sont morts. Ensuite, il trouve que son travail n'a pas de sens, il commence à remettre en cause toute sa vie. Il n'a pas vraiment d'attache avec les hommes d'habitude de son navire. Il était proche, il les connaissait tous un par un, mais maintenant il sent qu'il n'a plus d'attache avec eux. Et évidemment, il est très révolté contre le fait qu'il a perdu l'occasion de sauver la vie d'une personne. Et donc cet homme qui est donc le Salvatore Piracci, qui est très bouleversé, il voit un groupe d'hommes sur le port et il demande qui c'est. Pendant un instant, il a l'espoir que ce soit les 3 barques disparues, mais on leur dit non, c'est l'équipage libyen. Donc l'équipage libyen, on se rappelle que c'était un bateau qui avait caché des clandestins dans la soute, mais qui commençait à prendre l'eau. Donc, comme ils allaient être secourus, ils ne voulaient pas se faire arrêter comme passeurs de clandestins. Donc, ils ont fait sortir les hommes, ils les ont mis dans des barques et ils les ont lâchés en pleine tempête. Ces hommes-là, sur les 5 barques, il y en a 2 qui ont été sauvés, mais qui vont aller en prison, qui vont aller en centre de détention, et 3 qui ont disparu. Donc, ces hommes-là sont responsables de la mort du contenu de 3 barques, donc de beaucoup d'hommes. Et Salvatore Piracci, quand il les voit, il est furieux et il demande qui est le commandant de ce bateau.
Et on lui en désigne un qui est un petit moustachu et qui est en train de fumer avec un air un petit peu méprisant. Donc on voit que lui, il n'a pas l'air d'être accablé par le remords, ni d'avoir beaucoup de culpabilité, d'avoir mis à l'eau quand même des gens qui y sont morts. Et le capitaine Piracci, qui est déjà sur les nerfs depuis un moment, depuis plusieurs chapitres, on le voit, il se met à le frapper. Et il le frappe au visage et le commandant du bateau libyen s'effondre sous les coups. Et il y a des gens qui essayent de le retenir. Il y a 3 personnes qui le tiennent, mais lui, il a encore la rage, il a encore envie de frapper. Et finalement, il va être interrompu par quelqu'un qui va dire: «Commandant, je vous ordonne d'arrêter cela». Et le commandant, Piracci, toute sa vie, il a toujours obéi aux ordres. Il a été formé dans l'armée, on lui a appris à défendre la citadelle. La citadelle, donc, on lui a appris que c'était l'Europe et qu'il fallait qu'il protège l'Europe de l'arrivée des migrants. Donc lui, il se soumet à l'ordre. Et ensuite, la personne qui a donné l'ordre, qui est certainement un colonel mais qu'il ne connaît même pas, lui dit: «Foutez le camp», et lui, il part. Il est tellement en colère qu'il est ivre de colère. Ça ne l'a pas calmé de taper, au contraire, il a encore envie de frapper, il est encore très mal et il rentre dans son bateau. Dans le chapitre suivant, on est dans les pensées du commandant. Et le commandant Piracci, à quoi il pense? Il pense qu'il est devenu un vieillard. Et un vieillard qui fait quoi? Qui est blasé de vivre et finalement qui s'oppose à la jeunesse. Mais eux, ils sont toujours plus nombreux, ils sont toujours plus forts et ils ont le regard plein d'espoir. Alors que lui, il n'a aucun espoir parce qu'il ne pourra jamais les arrêter. Il dit que l'homme qui lui a dit: «Je reviendrai 2 fois, 3 fois s'il faut», il dit: «Mais qu'il revienne et qu'il revienne 10 fois encore, qu'il essaye jusqu'à y parvenir parce que lui, il a la force et la jeunesse». Et il se rend compte qu'il repousse des hommes qu'il envie chaque jour de plus en plus et que sa frégate, à lui, son bateau, il le dégoûte. Il décrit son bateau en disant que c'est une chienne des mers qui aboie avec rage sur les flots, par habitude, par fatigue et par méchanceté. Le dernier chapitre de cette partie, en fait, le commandant Piracci, il se dit: où est-ce que je vais pouvoir aller? Il ne peut pas aller au café du coin parce que tout le monde le connaît et l'attend, et ils sont sûrement tous en train de parler de lui comme de quelqu'un qui perd les pédales, donc il n'a pas envie d'aller là-bas, d'entendre le silence qui va arriver quand il va pousser la porte. Il a envie d'aller dans un endroit où il sera au calme. Et il va au cimetière de Lampedusa. Et dans ce cimetière, il y a des tombes qui ont été creusées au milieu des tombes des vieilles familles et sur lesquelles il y a des petites croix qui sont même un petit peu penchées. Et quand il voit ce cimetière, il se rappelle que lui, il connaît l'histoire de ces tombes. Et en fait, à l'île de Lampedusa, les gens qui vivaient là-bas, quand les premiers cadavres sont arrivés, ils ont recueilli ces corps-là et ils ont choisi de les enterrer. Le curé du coin, il y a mis des croix, parce que tout simplement, c'était un curé et qui ne savait pas quoi mettre d'autre que des croix, bien que ces gens-là étaient probablement musulmans. Mais il dit, soit pour ça, soit parce que c'était sa façon à lui de les recommander à Dieu de la façon que lui, il connaissait de le faire. Mais il dit que ça lui a donné l'impression que finalement, ces gens, même morts, ils ont été accueillis sur le vieux continent d'une certaine façon, même s'ils ont été accueillis brisés. Mais les suivants, ça a été arrêté parce qu'au bout d'un moment, c'était plus possible. Les habitants, ils ont été bouleversés par les premiers cadavres qui sont arrivés et puis après, ils ont été submergés parce qu'il y avait souvent et beaucoup de corps qui arrivaient. Et qu'est-ce qu'on fait de beaucoup de corps? C'est pas possible. Ils voulaient pas se laisser ensevelir sous les cadavres. Ils voulaient aussi permettre au tourisme de continuer. Donc finalement, ces corps, ils ont été emportés par des trucs sanitaires ou on ne sait pas trop. Le commandant lui-même, il dit: où sont passés ces corps? On n'en a aucune idée, ils ont été emportés par les autorités. Mais c'est plus le curé du coin et les villageois qui les ont enterrés, c'était plus possible pour eux. Et finalement, leurs cœurs sont devenus secs à cause d'avoir vu trop de malheurs. Et il se dit que lui, il est comme les habitants de cette île. Lui aussi, il a vu trop de malheurs et il est en train de s'assécher. Donc le commandant Piracci est en train de penser comme ça devant ses tombes et il y a un homme qui arrive. Et cet homme dit: c'est le cimetière de l'Eldorado. Et le commandant Piracci, il a aucune envie de discuter, hein, c'est pas un homme qui aime beaucoup parler. Il dit à la rigueur, s'il avait pu, il serait allé chez Angelo, il n'aurait pas dit qu'il a tapé quelqu'un parce qu'il aurait eu trop honte, mais il aurait quand même pu profiter de la présence de Angelo, son seul ami.
mais avec un inconnu, il n'a absolument pas envie de parler. Et cet inconnu, il se demande qui c'est, si c'est un gardien de cimetière. C'est un homme qui est maigre, qui est voûté, mais il a une certaine aisance pour parler. Et cet homme va lui dire quelque chose qui est un petit peu comme un poème ou comme une prophétie. Il va lui dire que les gens qui arrivent ici, ils s'imaginent une terre dans laquelle il y a des diamants qui reflètent le soleil, les eaux sont poissonneuses, tous les arbres portent des fruits. Et il dit finalement, les hommes qui sont morts ici, ils étaient riches de ça et ils étaient plus riches que de nous parce qu'ils imaginaient un Eldorado. Il dit, nous, nos vies sont lentes. Et l'homme, quand il a terminé de dire ça, il s'en va sans saluer, sans regarder Salvatore Piracci. Et à partir de ce moment-là, le mot Eldorado, il va rester dans l'esprit de Salvatore Piracci et il va se dire, ici, c'est l'Eldorado, c'est-à-dire la terre rêvée, comme elle a été décrite par le gardien du cimetière, une terre qui serait abondante. Et cette partie se termine comme ça, avec ce mot Eldorado, qui va régner à partir de maintenant sur toutes les nuits du capitaine Salvatore Piracci. Il va tout le temps y penser. Fin du résumé de la partie 5, qui s'appelait Le cimetière de Lampedusa. On va résumer la partie 6, qui s'appelle Le boiteux, du livre Eldorado de Laurent Godet, publié chez Actes Sud. C'est une partie assez courte qui est partagée en 4 petits chapitres. Dans le premier, Soleiman, qui vient du Soudan, est donc en Libye. Il a pour objectif d'aller en Europe. Et le passeur les a déposés dans un appartement où ils attendent qu'on vienne les chercher. Ils sont plusieurs, ils sont très nombreux et ils passent 2 jours sans aucun meuble dans l'appartement et c'est très difficile d'attendre. Évidemment, ils ont faim, ils sont fatigués. Ils ne parlent pas entre eux et chacun a peur de s'endormir parce qu'il a peur d'être volé. Tellement ils sont pauvres, ils ont peur qu'on leur prenne le peu qu'ils ont. Et on est dans la tête de Soleiman. Et Soleiman, il dit que finalement, il a plus peur de rien. Il va travailler autant qu'il peut pour ramener de l'argent pour soigner son frère. Il dit qu'il gagnera chaque sou, qu'il ne mangera pas, peu importe, rien n'aura d'importance que de réussir à ramener beaucoup d'argent pour son frère. Le chapitre suivant, il est très triste parce qu'on vient les chercher dans une voiture, dans une camionnette apparemment. Ils sont tous serrés les uns contre les autres et il se dit c'est pas grave parce que dans quelques heures je serai en Europe. Mais quand ils arrivent, en fait, on les décharge du camion comme des animaux, mais ils sont pas dans le port. Les gens qui les emmenaient les ont emmenés dans une espèce de crique abandonnée. Et là, ils se mettent à les insulter, à les frapper. Ils tirent en l'air avec les pistolets pour montrer qu'il n'y a personne autour. Et ils les volent de tout ce qu'ils ont. Et Soleiman, il est tellement furieux parce que lui, il voulait ramener de l'argent pour son frère Jamal qui est en train de mourir. Enfin, il n'est pas en train de mourir, mais il a une maladie qui est mortelle si elle n'est pas soignée. Il est tellement furieux qu'il frappe l'un des hommes qui est en train de les insulter. Et alors, ils le mettent à part, ils le tirent du groupe et ils le battent. Même quand il est à terre et qu'il ne bouge plus, ils continuent à le battre. Et il finit par perdre connaissance. J'ai dit 4, mais en fait, il n'y a que 3 petits chapitres dans cette partie. Et donc, le 3e et dernier chapitre de cette partie, il se réveille, son corps est tout endolori, parce qu'il vient d'être battu, il ne sait pas trop où il est, il fait de nombreux efforts pour se mettre debout, il sent juste le sable sous lui. Et quand il arrive à ouvrir un petit peu les yeux, il se rend compte qu'il y a eu des traces de lutte, mais que le camion est parti, les hommes sont tous partis aussi. Et finalement, il est seul sur cette crique abandonnée. Il regarde autour de lui et il voit un homme. Donc déjà, il est un peu surpris de ne pas être seul et il s'approche de cet homme. Et cet homme lui tend la main pour le saluer et il lui dit qu'il s'appelle Abou Bakar. Et donc Soleiman dit, bah écoute, je vais retourner à Al-Zouara pour essayer de passer. Et Abou Bakar dit, c'est une mauvaise idée. Il ne faut pas aller à Al-Zouara parce qu'en Libye, la politique a changé. Ils ne veulent plus laisser passer les gens parce qu'ils veulent être bien vus des Italiens et montrer qu'ils contrôlent l'immigration. Bon, et certainement aussi qu'ils sont bien contents, les gens qui font ça, de voler les quelques petits sous qu'ils volent aux gens qui essayent de passer. En tout cas, il dit, il ne faut pas retourner en Libye parce que tu ne pourras pas passer par là-bas. Ce qu'il faut faire, c'est partir en Algérie partir au Maroc, et du Maroc aller en Espagne. Alors Soleiman, il dit, mais enfin, on est complètement de l'autre côté du continent, comment tu veux qu'on fasse ça? Et l'homme lui répond, bah c'est par là, la direction. Et Soleiman, il sourit, mais il sourit pas de joie ni d'espoir. Il dit qu'il n'a plus joie ni espoir. Il est simplement en route. Et du coup, lui et Abou Bakar se mettent en route.
Et il dit, je ne sais pas pourquoi Aboubacar m'a demandé de l'accompagner et on ressemble à rien. On n'a plus un billet dans nos poches. Aboubacar, c'est un homme qui est petit, maigre et boiteux. Souleymane, il vient de se faire casser la figure, donc il est plein de sang. Et ils se mettent tous les deux à marcher. Ils savent même pas ce qu'ils vont manger et ils ont tout un continent à traverser. Mais ils se mettent en route pour l'Europe. Et c'est la fin du résumé de cette partie 6, qui s'appelle Le boiteux, du livre de Laurent Godet, Eldorado, aux éditions Actes Sud.